Une question également à rappeler, quelle histoire va désormais s'écrire dans le pays? La Cour suprême a nommé Delcy Rodríguez présidente par intérim, on vient de le dire, elle était jusqu'à présent vice-présidente. Reste à savoir quelle place les Américains lui laisseront. Donald Trump a affiché clairement hier sa volonté d'occuper le pays jusqu'à ce qu'une transition sûre soit établie. Ce sont ses mots, sans plus de précision. Axel Simon. Au lendemain de l'opération américaine et de la capture du président Nicolás Maduro, la question du transfert de pouvoir au Venezuela est au cœur des préoccupations. La vice-présidente Delcy Rodríguez a prêté serment samedi soir. La Constitution prévoit qu'il lui revient d'assumer les fonctions de présidente par intérim, ce que la Cour suprême du pays a ordonné. S'exprimant à la télévision d'État, elle a martelé que le Venezuela ne se soumettrait à aucune puissance étrangère. Nous avons le devoir sacré de sauvegarder notre indépendance nationale, notre souveraineté et notre intégrité territoriale qui ont été sauvagement attaquées. Nous ne serons jamais des esclaves. Nous ne serons plus jamais une colonie d'aucun empire, de quelque nature que ce soit. Pas sûr que la Maison-Blanche l'entende de la même façon. Lors de sa conférence de presse, Donald Trump annonçait que le Venezuela passerait sous administration américaine et que la vice-présidente Delcy Rodríguez jouerait son rôle politique. Elle a eu une longue conversation avec Marco Rubio et lui a dit qu'elle ferait tout le nécessaire. Elle s'est montrée très aimable, mais elle n'a pas vraiment le choix. Nous allons mener cette tâche à bien. Donald Trump a d'emblée écarté l'idée de travailler avec la chef de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado. La lauréate du prix Nobel, elle, a déclaré que la présidence devait revenir à Edmundo González, que l'opposition vénézuélienne, Washington et les observateurs internationaux considèrent comme le vainqueur de l'élection de 2024. Et on accueille maintenant notre invité, c'est vous, Eduardo Rios. Bonjour à vous. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24. Vous êtes docteur en sciences politiques et vous êtes spécialiste du Venezuela. Bienvenue sur cette antenne. Je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit Delcy Rodríguez. Nous ne serons jamais une colonie d'aucun empire que ce soit. C'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui, d'une domination américaine, d'une occupation illégale du pays de la part des États-Unis? Alors, pour comprendre la question que vous me posez, il faut remettre la situation en contexte. Ce qui s'est passé hier soir, c'est que, contre toute atteinte, des frappes américaines qui ont pris Nicolás Maduro, le président du pays, ont bénéficié le chavisme socialiste. Je pense que la politique est difficile à prédire, particulièrement au Venezuela. La situation actuelle du Venezuela est une situation où le Venezuela aurait besoin d'aide financière américaine pour relancer sa machine pétrolière. Peu importe qui gouverne le Venezuela, les Russes ne le feront pas, les Chinois ne le feront pas, du coup il ne reste que les Américains. C'est inévitable et la négociation pour relancer l'économie doit passer par un assentiment des États-Unis. Cela était structurellement nécessaire. Maintenant, ce qu'est en train de faire Delcy Rodríguez, c'est de tenir le chavisme à l'intérieur pour assurer cette transition économique, du moins dans un premier temps. Après, dans les faits, pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire gouverner le pays? Je ne sais pas. Je pense que là où la majorité des observateurs internationaux se sont concentrés sur « I'm going to run the country », je veux gouverner le pays, les majorités des Vénézuéliens ont observé que Donald Trump ne va pas faire en sorte que Maria Corina Machado ou Edmundo González arrive à la présidence dans le court terme. Ça, je pense, c'est la donnée la plus importante de ce qui s'est passé. Maintenant, les États-Unis vont voir un processus qui va être géré par le chavisme. C'est une situation extrêmement nouvelle et qui ouvre le jeu politique au Venezuela. Mais alors, quand vous dites justement que ce sera géré par le chavisme, quelle personnalité? Delcy Rodríguez est quelqu'un de très puissant dans le chavisme. Derrière elle, il y a Padrino López qui est à l'armée, il y a Diosdado Cabello qui tient le ministère de l'Intérieur et la police. Il y a les ministres économiques, il y a PDVSA qui est l'entreprise nationale d'État. Il y a beaucoup de centres de pouvoir autour de Delcy Rodríguez. Mais Delcy Rodríguez et son frère Jorge Rodríguez, qui est le président de l'Assemblée nationale, sont un centre de pouvoir important du chavisme. Ils n'ont pas mis
ce n'est pas un fantoche qu'ils ont placé à la présidence par intérim du Venezuela, c'est quelqu'un réellement puissant dans le contexte chaviste actuel. Je pense pas, ce n'est pas une transformation, une complète transformation du pouvoir chaviste, c'est vraiment un jeu de chaises musicales, voir si le prochain leader du chavisme veut bien négocier un peu plus avec les États-Unis. Alors justement, restons sur la personnalité de Delcy Rodríguez, puisque pour l'instant c'est l'ordre constitutionnel qui est maintenu. Elle a été désignée par la Cour suprême. Vous la présentez comme une personnalité puissante. Elle s'est aussi bâtie une réputation solide dans le monde des affaires. Ça, c'est une carte à jouer avec Donald Trump. Ça lui laisse une marge de manœuvre? Alors, la relation de Delcy avec le monde des affaires est complexe, comme toute une relation entre le chavisme et le monde des affaires au Venezuela. Je ne vais pas en dire plus que sur ça, mais c'est vrai qu'elle est complexe. C'est vrai que Delcy Rodríguez est arrivée au pouvoir en étant la femme d'argent à côté de son frère lorsque lui, il était dans le Conseil national électoral il y a 20 ans. Du coup, oui, elle est très connectée au monde des affaires. Est-ce que elle peut jouer ça? Elle n'est pas du côté pétrolier des choses. Et les négociations sur le court terme vont se faire du côté pétrolier. L'industrie pétrolière, l'industrie extractiviste en général, est un monde à part de l'autre monde économique vénézuélien. Je ne sais pas si ça lui donne une carte, mais c'est une personne qui comprend l'argent, qui comprend l'argent, les mouvements d'argent internationaux et qui peut faire quelque chose par rapport à ça. Donc oui, c'est un personnage important. Je vais vous le mettre d'une autre façon. La question que vous auriez pu poser aussi, c'est pourquoi pas Diosdado Cabello, qui est l'autre homme fort du pouvoir? Et la réponse, c'est parce que Diosdado Cabello est impliqué dans les mêmes accusations de narcoterrorisme. Et du coup, ils ont choisi la personne la plus puissante du chavisme qui n'est pas d'accusation de narcotrafic, de trafic de stupéfiants pour l'instant. Mais attendez, quand vous dites ils ont choisi, vous parlez de qui? Des Américains? Parce que là, encore une fois, on revient à ce qui est normalement prévu par l'ordre constitutionnel. C'est la Cour suprême qui a désigné Delcy Rodríguez. Et c'était la question peut-être la principale. À quel point elle peut se soumettre aux Américains ou à quel point elle peut composer avec les Américains? Non, très bonne question. Il est une excellente question. Je pense que pour l'instant, on n'en sait rien et je rigole parce que deux choses sur votre question. Ouais. La première, on n'en sait rien qui l'a nommé. Je pense que c'est une négociation avec Marco Rubio et les Américains ont déterminé. Et les Américains, l'administration Trump n'a pas une seule politique vers le Venezuela. Consensuelle, c'est ça que je veux dire. Du coup, je ne sais pas quel est le jeu de pouvoir qui a permis à Delcy Rodríguez d'être la présidente du Venezuela maintenant. Ça, je pense, c'est au livre d'histoire d'écrire. D'autre part, c'est que la situation actuelle au Venezuela fait que à l'intérieur du chavisme, Delcy Rodríguez s'est imposée comme candidate consensuelle en une journée. Ça veut dire que le chavisme avait déjà fait ce choix avant, ce choix avait déjà été parlé avant. C'est pas une position nouvelle qui vient de s'établir. Il n'y a pas eu de fissure du chavisme. Je pense que, comme dans les bons vieux temps, le leader qui était un peu trop désuet a été remplacé par le deuxième en commandement et a pris le pouvoir. Si ce n'était pas par l'intervention militaire des États-Unis, et du coup on l'appelle de façon différente, ceci aurait été appelé un coup d'État de la vice-présidente. C'est ça qui s'est passé. La vice-présidente, la deuxième personne la plus puissante de l'État, a pris le pouvoir, a pris une négociation avec la personne qui a séquestré le président. Je pense que c'est un power grab, comme ils disent les Américains. Qu'est-ce qui peut se passer de votre point de vue maintenant du côté de la rue? On a vu deux camps se dessiner, ceux qui continuaient, en tout cas hier, qui ont osé manifester pour apporter leur soutien à Nicolas Maduro, et puis ceux qui se sont réjouis. On sait aussi qu'il y a l'armée d'un côté, des groupes miliciens armés de l'autre. Qu'est-ce qui peut se passer dans les rues du pays dans les prochains jours, de votre point de vue? Alors, à nouveau, je veux dire que dans la situation actuelle, émettre des hypothèses sur le futur est extrêmement osé, mais je pense que la seule façon de comprendre les prochains jours est la suivante. La métrique, ça va être combien de morts il y a parmi les manifestants. Pour l'instant, il y a très peu de morts parmi les manifestants. Vous parlez de quelle manifestation, Eduardo Ríos? De manifestations dans la rue, soit pas pour, soit contre. Parce qu'elle pourrait être réprimée, d'après vous? Elle pourrait l'être, oui, pourquoi pas. Par qui? C'est le même chavisme qui est en train de par le chavisme, par les miliciens, je veux dire, on est encore au Venezuela sous les mêmes personnes qui étaient en train de gouverner il y a 24 heures. Les choses n'ont pas, les structures de pouvoir n'ont pas bougé énormément. Et du coup,
le fait que là, tout de suite, il n'y ait aucune répression et qu'il n'y ait aucune répression des structures para-étatiques, comme par exemple les miliciens ou les cercles, les cercles armés liés au chavisme, veut dire que le chavisme est en train de contrôler ses troupes. Il n'y a pas de manifestation gigantesque pour l'opposition à l'intérieur du Venezuela. Il n'y a pas eu des mobilisations gigantesques pour le chavisme non plus. Tout le monde est plutôt à l'attente. Oui, c'est une forme Qu'est-ce d'attentisme qui va se pour l'heure. passer? Oui, et du coup, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'après une situation inouïe et le mouvement politique le mouvement de changement politique le plus important des 20 dernières années, on est plutôt dans un scénario gâteaupardien. Tout a changé pour que rien ne change, mais quand tout change pour que rien ne change, les choses changent quand même, et je pense que c'est là où on en est. Eduardo Ríos, si vous le voulez bien, mettons de côté pour l'instant la situation au Venezuela avec beaucoup de questions en suspens, on l'a compris, mais cette normalisation de la force, cette démonstration de force dans le pays, qu'est-ce que ça dit de la stratégie plus générale des États-Unis à travers le continent? Est-ce que certains États, certains dirigeants même pour être précis, sont aujourd'hui fébriles? Et pour être les prochains, pour parler clairement. Moi, je serais Petro, le président de la Colombie, pardon, pour dire avec détail, je dormirais dans des maisons différentes tous les soirs maintenant. Donc oui, je pense que c'est... Il est le prochain sur la liste. Oui, j'imagine, oui, parce que je veux dire, hier, il a été nommé et on l'a nommé. et la distance qu'il y a entre Caracas et Bogota, je ne veux pas dire qu'ils vont le faire, mais je veux dire que là, tout à coup, on est dans une situation qui est inouïe en termes politiques au Venezuela, en Amérique latine de façon générale. Les États-Unis ont dit que si quelqu'un qui gouvernait un pays était potentiellement pouvait être potentiellement mis à la justice des États-Unis, dans la justice des États-Unis, il pouvait être kidnappé par un commando de marine. C'est une idée, peut-être c'est que c'est une seule fois, hein, et que tout le monde va dire aux États-Unis, non, ça on peut pas faire ça c'est pas bien. Mais pour l'instant, avant qu'une autre institution se prononce, Petro serait dans la ligne. Cuba, je serais très, très, très préoccupé si j'étais Díaz-Canel. Je serais très préoccupé si j'étais... je serais très préoccupé. Nicaragua peut être questionné. Du coup, je pense qu'on est vraiment dans une situation où il y a des gouvernants, où il y a des présidents qui ne pensaient pas il y a 24 heures que leur vie personnelle était en risque et qui là sont en train de se poser des questions sérieuses. Mais vraiment, c'est une situation nouvelle. C'est une situation nouvelle et je pense que il est trop tôt pour se prononcer définitivement sur le fait, sur l'évidence d'un changement de régime. Mais si ça se prolonge, c'est une situation extrêmement et nouvelle et préoccupante. Nouvelle préoccupante et complexe, pas si simple à analyser. Alors merci beaucoup d'avoir apporté quelques éléments de compréhension, Eduardo Ríos. Merci à vous.